Bonsoir. Je devais présenter aujourd'hui 4 personnes. Je me permets d'en introduire 6. 2 se sont invités aujourd'hui ou hier pour nous avoir marqué en fait plusieurs générations d'architectes, urbanistes, designers, penseurs, philosophes, musiciens et historiens. C'est Jacques Lucan et Andrea Branzi qui sont décédés hier. Jacques Lucan qui a réécrit en fait à la lumière d'aujourd'hui l'histoire de l'architecture jusqu'à celle contemporaine. Il était enseignant à Paris-Est, on l'a croisé à l'EPFL. Il a situé magnifiquement dans son dernier ouvrage le travail d'office Kersten Keers, David Van Severen, la raison pour laquelle un de nos protagonistes aujourd'hui est cité. Andrea Branzi également, avec ses travaux de recherche sur l'urbanisme, est si proche de nos préoccupations d'aujourd'hui. Peut-être que Michel Desvignes pourra d'ailleurs nous le situer à la lumière des courants et des travaux d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est Michel Desvignes, architecte paysagiste, qui nous fait l'honneur de présenter le projet d'agrandissement de la faculté d'architecture sous l'angle paysager ou sous l'angle du sol. Il est représenté également par Maxime Cloarec, aussi responsable du plan stratégique pour le territoire de la ville de Liège. Nous lui avons demandé de présenter ces deux projets en parallèle, pour autant que des parallélismes existent entre ces deux lieux, ces mêmes lieux, ces différentes échelles. Apparemment, un troisième projet s'est installé aujourd'hui. Il se décrit comme aidant à voir les paysages, à comprendre les mécanismes qui leur donnent forme et à agir sur ces mécanismes pour transformer et donner du sens. Il a écrit pour titre, lorsqu'on lui a décerné le Grand Prix d'urbanisme, le paysage en préalable. Titre que peut porter chaque projet, le projet de Liège, mais aussi le contenu de l'enseignement dont nous aurons aujourd'hui l'occasion de débattre et d'ouvrir avec nos deux modérateurs, qui sont Bernard Defay et Guillaume Vanest, tous deux enseignants à la faculté d'architecture de Liège, également praticiens. Cofondateur avec Arlette Baumans de l'agence Baumans Defay à Liège pour Bernard, et cofondateur avec Nicolas Ouimet de l'agence VVV à Bruxelles pour Guillaume. Agence que je me permets de décrire en parallèle aujourd'hui, qui traite donc les questions de réhabilitation urbanistique et paysagère, et donc en préalable. J'ai une citation avant de vous céder la parole. Il est peu probable que le rapport entre l'homme et sa ville fonctionne, car nous savons aujourd'hui que la ville n'est autre qu'un ensemble infini de petites choses, les seules qui garantissent l'habitabilité globale du monde construit. Par conséquent, comprendre le monde des objets qui accompagnent depuis 3000 ans l'histoire de l'homme de manière animiste est une façon de mieux appréhender notre habitat ainsi que notre nature d'habitant des mystères de l'univers. C'était Andrea Branzi. Je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Tout d'abord, désolé, je n'ai pas pu me rendre à Liège parce que je suis convoqué demain à un jury de concours où je dois absolument me rendre, évidemment, donc c'était incompatible avec ce voyage. Et je remercie donc Maxime Cloarec qui parlera aussi ce soir, de bien avoir voulu être présent, ce qui rend la chose un peu moins, j'espère, distante. Évidemment, les nouvelles que vous donnez de Jacques Lucan et d'André Ambordide sont... Je ne savais pas, et pourtant j'ai vu Jacques Lucan il y a quelques mois. Il était président de l'Équerre d'Argent l'année dernière, et il avait d'ailleurs donné un ton très, très intéressant. C'était, je trouve, un théoricien de l'urbanisme extrêmement rigoureux, extrêmement intéressant, et il a écrit d'ailleurs encore récemment quelques livres absolument édifiant, je pense, pour des étudiants d'urbanisme. Andrea Branzi, évidemment, j'en connaissais, j'avais vu d'ailleurs à la Biennale de Venise encore, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans. C'était avant ou après le Covid, je ne me souviens pas. Ces très très belles maquettes de l'agriculture périurbaine, qui restent des maquettes extrêmement stimulantes qu'on a tous, je pense, largement copiées. Donc c'est de nouvelles tristes, évidemment. Alors, pour ce soir, ce que je vous propose finalement, c'est d'évoquer la transformation. C'est-à-dire que c'est peut-être une des choses que l'école française a développée particulièrement, et notamment mes aînés, Michel Corajou, Alexandre Chemetov, c'est l'idée qu'un projet de territoire, un projet de paysage est avant tout un projet de transformation. C'est vrai de l'architecture, je le crois aussi, peut-être un peu moins parfois, quand il n'y a pas de bâtiment, puis un bâtiment. Il y a un objet construit qui n'existe pas auparavant. C'est moins vrai aujourd'hui non plus pour l'architecture, mais pour nous, c'est sûr, il y a toujours quelque chose, et il s'agit de processus de transformation. Ce qui suppose
une attention à l'existant extrêmement fine, précise, une capacité à se distancer du réel trop complexe et une capacité bien sûr à imaginer ces transformations dans le temps. Alors c'est une anecdote d'ailleurs, mais je participais à un concours pour une aérogare en Suisse, j'étais là il y a quelques jours, et je voyais des ingénieurs qui travaillent avec des maquettes dont ils disent qu'elles sont 4D. Alors c'est des maquettes en 3 dimensions, mais qui incorporent le temps dans l'évolution, et c'est assez fantastique, je trouve. On peut imaginer d'ailleurs que la maîtrise des la maîtrise des processus de transformation va faire de grands progrès. Alors, la manière dont on a organisé la présentation compte tenu de ma distance, pour la rendre un peu moins ennuyeuse, c'est qu'on va commencer par vous montrer un film qui correspond à la transformation du territoire de Liège, donc transformation à laquelle l'agence Baumann de Fête a été associée. Puis, avec Maxime notamment vous précisera un peu la manière dont on a observé, la manière dont on propose de transformer les choses, le film étant plus générique, mais peut-être que c'est bien d'introduire d'une manière un peu générique. Après quoi, je vous montrerai, ça n'était pas prévu, le début d'une étude un peu avortée, mais tout de même bien amorcée, sur le territoire de la vallée de la Meuse, sur une 50aine de kilomètres de long. Donc là aussi, comment peut-on transformer aujourd'hui ce très grand territoire industriel? Et puis finalement, on arrivera à l'école, d'abord par un petit film que vous avez réalisé, tout petit, qui donne aussi des principes, et on vous détaillera notre projet qui reste à faire avec quelques nouveaux dessins qui permettent d'imaginer, et ce sera, je pense, l'introduction de discussion. Alors c'est assez ambitieux, on va essayer de ne pas être trop long, notamment dans le territoire de la vallée de la Meuse, je serai assez rapide parce qu'il y a beaucoup de dessins, c'est un peu laborieux, mais quand même, je trouve intéressant. Alors, je vous propose, je ne sais pas qui passe les images, si c'est Claudia ici à Paris ou Maxime à Liège, de commencer par ce petit film. Voilà, vous verrez. Je suis paysagiste et d'ailleurs dans notre engagement pour ce projet, pour cette vision, nous n'étions associés à personne. Donc il y avait Maxime Cloarec, un paysagiste de mon bureau, et moi-même, et on a considéré qu'en effet le paysage était déterminant pour la construction de visions sur le long terme, le développement à long terme de cette ville. C'est une chose qui est relativement nouvelle en Europe, c'est-à-dire de penser qu'en effet le paysage peut être un élément déterminant et pas le résultat d'autres démarches. La première chose qu'on amène, je crois, c'est notre entraînement à regarder d'une manière presque crue, en mesurant les choses, en voyant objectivement, on appelle ça un diagnostic en médecine. C'est pas tout à fait le mot qu'il faut pour un territoire comme celui-ci, mais je crois que d'abord, voir ce paysage est fondamental. Tout est là, la révélation de ce qui est là, l'amplification parfois de ce qui est là, permet de constituer la structure du développement. C'est-à-dire qu'on n'importe pas une figure, on révèle des choses que l'on doit voir. La vue qu'on a choisie aujourd'hui est un peu une caricature, elle est presque idéale, puisqu'on a une ville dense, ce que l'on prétend faire aujourd'hui, et à l'arrière de ça un paysage qui a l'air totalement presque naturel, intact. Et en fait c'est une illusion, puisque le paysage naturel que l'on a derrière nous est composé à la fois par les coteaux boisés, qui eux sont naturels, ceux de la vallée de la Meuse, mais aussi par l'addition des terrils du plateau. Et parce qu'en perspective on ne voit pas la ville diffuse, la périphérie de la ville, qui se développe entre tous ces vestiges industriels, alors là on ne voit pas l'essentiel pour moi, qui est ce très grand territoire périurbain sur lequel nous devons agir, autant bien sûr que nous devons agir sur le centre-ville, c'est tout aussi important. Et peut-être que le paradoxe à Liège, c'est qu'il y a 80% d'espaces non construits et qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte. Il y a des choses qui sont classiques, bien sûr, le renforcement des espaces publics, le renforcement de la végétation dans le centre-ville.
Il y a des choses qui existent déjà, comme là où nous nous trouvons, c'est-à-dire que les coteaux boisés sont d'ores et déjà souvent protégés, ont fait l'objet de projets, donc il y a une structure de géographie naturelle qui est mise en valeur. Bien sûr, le long du fleuve, il faut donner beaucoup de présence à une sorte de nouvelle géographie, une nouvelle végétation qui doit accompagner le cours d'eau, là où l'industrie l'avait évidemment exclu. Mais ce qui, je crois, est tout à fait singulier et original dans notre proposition, c'est de se dire, mais au fond, ces vestiges industriels, quand on est sur le plateau, ces terrils qu'on voit peu, parce qu'ils sont de taille modeste et qui sont encore une fois ceinturés par des bâtiments qui parfois les occultent, les cachent, eh bien si on en faisait une sorte de chaîne de parcs. Depuis l'abandon des exploitations industrielles, le temps a passé. Une nature s'est réinstallée, des projets ont eu lieu. On est déjà loin après l'abandon de l'industrie et on se trouve aujourd'hui finalement avec pratiquement une sorte de nature. C'est sans doute 1000 hectares. Si on les relie, si tout cet archipel vert fait l'objet d'un travail de recomposition par des liens qui existent d'ailleurs, des chemins existaient, des chemins de l'industrie, de nouveaux chemins. Donc c'est une sorte de tissage, de liens qui va faire de tous ces vestiges un tout, qui est une charpente et qui donne des usages assez exceptionnels. La vallée offre de très très grandes opportunités tout simplement parce qu'il y a la Meuse. Et que le long de ce fleuve, aujourd'hui, il y a d'une part des friches qui là aussi sont potentiellement des lieux de transformation où la part du paysage, d'ailleurs la part que l'on donne à la ripisylve, la part que l'on donne à l'eau, peut considérablement augmenter. Il y a là un potentiel énorme de création de milieux naturels liés à l'eau et ça peut d'ailleurs procéder par des modifications parfois modestes. Il y a des voies que l'on peut planter, il y a des parkings que l'on peut transformer, il y a des friches faciles à transformer. Tout cet ensemble-là est considérable. C'est un héritage dont on a pu souffrir, celui de l'industrie abandonnée, des drames de cet abandon. Et aujourd'hui, cet héritage nous donne une sorte de cadeau, c'est-à-dire qu'on a 1000 hectares de nature dans un endroit où on ne les avait pas. On n'est ni en montagne, ni dans une région de lac, ni à littoral. Au fond, dans un territoire où, je pense au plateau notamment, où on ne considérait pas qu'il y aurait un paysage. Beaucoup de Belges disent qu'il n'y a pas de paysage en Belgique. Donc, tout d'un coup, on observe ces vestiges qui sont vus négativement ou qui sont ignorés. On en change complètement la signification parce qu'on voit, c'est pas nous, la nature a poussé, des gens ont travaillé déjà. Mais si on se dit que c'est un élément fondateur, fondamental de la transformation à l'œuvre du territoire urbain, alors on a complètement changé le regard, on a donné un espoir. Et au-delà d'un espoir qui pourrait parfois relever du marketing urbain, c'est aussi une science qui existe aujourd'hui, semble-t-il, c'est une réalité physique. Créer des promenades dans la ville, créer des promenades dans des lieux de nature dans la ville, aujourd'hui, dans un territoire qu'on jugeait parfois sinistré, oui, c'est un immense plaisir. Ce qu'on peut espérer de la ville du futur, c'est que c'est notre ville avec ses qualités et avec ce meilleur enracinement dans son territoire. Merci. Donc, je vous propose maintenant, et avec Maxime, de rentrer beaucoup plus dans le... On ne va pas tout détailler. Je pense que les grandes thématiques génériques, vous les avez. Maintenant, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait une chose pareille, comment est-ce qu'on a vu cela. Alors, image suivante. Donc, on va partir de cette première partie, est une sorte justement de constat, de diagnostic. C'est quoi cet archipel vert ? Certains aspects de cette ville qui finalement parfois tournent le dos à ces espaces ouverts, et puis cette structure sous-jacente de l'ancien système productif. Donc, image suivante. Vous connaissez l'image, donc allons-y. Donc ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, là, le titre dit 80% de la surface territoriale n'est pas construite, ce qui ne correspond pas à cette carte. Évidemment, il y a beaucoup d'agriculture également, beaucoup de choses qui n'apparaissent pas. Ce qu'on a représenté là, c'est une chose qu'on va détailler maintenant. Donc, image suivante. Donc voilà les fameux espaces ouverts, donc, bien sûr. Image suivante. On verra, alors évidemment ce sont des extraits d'une présentation, vous voyez la topographie et puis tout de même, un peu moins vite, les espaces du centre-ville.
revenons un peu en arrière sur l'image blanche. Voilà. C'est vrai qu'au fond, on nous interrogeait surtout là-dessus. On aurait pu, dans cette étude qui nous était proposée, nous cantonner, et c'était déjà immense, puisque vous voyez qu'un carreau correspond à 1 kilomètre, au tissu des espaces publics du centre-ville, en imaginant que c'était ça la ville. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, enfin, je lisais un texte de Pierre Vels, qui est un chercheur, là, un texte qui vient de sortir, où il disait justement, on se concentre souvent à la fois sur les centres-villes qui sont une sorte d'archétype, évidemment, où les choses sont relativement simples, et par ailleurs à l'habitat quasiment rural qui est un fantasme. Et on néglige la part la plus importante, qui est en effet la ville diffuse, qui est la chose a priori la plus ingrate, mais qui est là, sans doute parfois la concentration, je ne sais pas, à Liège, mais dans beaucoup de territoires, de 80% des habitants. Et c'est ce sujet-là, de la ville diffuse, médiocre, qui doit nous occuper le plus, bien entendu, socialement, pour le futur aussi. Image suivante. Donc, dans ces structures qu'on observe, on est dans ce diagnostic, je vais un peu vite sur la méthode. Bien entendu, les coteaux boisés existent, sont préservés, font l'objet de projets, parfois de parcs. C'est la ligne d'horizon que l'on regardait tout à l'heure dans le film. Image suivante. Donc, ces fameux coteaux boisés qui sont évidemment un très grand luxe parce que c'est un plaisir d'avoir la sensation de la géographie naturelle, d'avoir encore une fois des continuités de lignes d'horizon naturelles non construites au-dessus d'une ville. Image suivante. Et puis il y a ceci qui nous a fascinés, cette constellation d'espaces ouverts. Alors on va le voir qui inclut 2 choses, à la fois les friches, mais aussi les quelques poches agricoles résiduelles. Image suivante. Donc là on les voit avec leur représentation en image aérienne aujourd'hui. Alors les friches industrielles, évidemment, vous voyez classiquement ce qu'on aurait vu, c'est les espaces publics du centre-ville et les friches industrielles, en voyant d'ailleurs, en constatant qu'elles sont gigantesques. Et d'ailleurs, moi j'en reparlerai parce que c'est un peu l'automatisme. On se dit, bien sûr, ces friches industrielles, comme dans beaucoup de villes en Europe, sont le lieu peut-être le plus simple d'une densification de la ville, parce que l'objectif, bien entendu, avec cette révélation du paysage, c'est d'offrir de nouvelles situations pour le développement de la ville. Et moi, j'ai un peu résisté à ça, tout comme j'ai résisté, je l'avoue, à me concentrer seulement sur les espaces publics du centre-ville. J'avais quelques doutes sur ces friches industrielles. Vous verrez qu'on les a traitées le long du fleuve pour 2 raisons. D'abord parce que leur somme est considérable et que pour avoir travaillé dans des grandes métropoles, par exemple comme Lyon et Bordeaux, je crois qu'on avait regardé avec Maxime qu'on avait à Liège l'équivalent de Lyon plus Bordeaux en friche industrielle et que ça fait peut-être beaucoup. Et que d'autre part, peut-être qu'aujourd'hui, il faudra avoir le courage de se dire que le long d'un fleuve, eh bien, peut-être on doit bien réfléchir à l'usage des friches industrielles et peut-être laisser vraiment la place à une forme de nature, en effet, de place pour l'eau. D'ailleurs, je vais vous donner une nouvelle toute fraîche. À Caen, qui est une ville de Normandie, où nous avons réalisé, nous, avec OME d'ailleurs, les espaces publics de la pointe de cette presqu'île. La presqu'île était étudiée par le groupe MVRDV, donc néerlandais, et depuis quelques jours, il a été décidé que finalement on renonçait à ce projet. C'est un très grand projet urbain de transformation de friches industrielles parce que les changements climatiques, la montée de l'eau fait qu'il n'est pas tout à fait raisonnable d'en imaginer le développement urbain tel qu'on l'avait fait. Donc, c'est une chose qui est restée en suspens. D'ailleurs, je ne sais pas si je devrais le dire ou pas, mais je pense qu'on doit être prudent avec ces friches industrielles liées à l'eau aujourd'hui. Image suivante. Donc vous les connaissez, elles sont spectaculaires, bien entendu. Image suivante. Du coup, nous, on s'est vraiment concentré, j'ai été fasciné par ces petits terrils très dispersés, au fond très bien répartis dans le territoire urbain, dans le territoire de cette ville diffuse. Image suivante. Alors vous les connaissez, on voit là un cas, donc ils ne sont pas spectaculaires, mais je les trouve très intéressants. Image suivante. Et puis bien sûr, il y a ces poches agricoles qui doivent le rester, bien entendu, mais qui, en termes, vous allez le voir, de continuité, peuvent appartenir au système que l'on cherche à mettre en œuvre. Image suivante.
parcelles agricoles, vous les connaissez aussi, bien sûr. Donc, si on synthétise, évidemment, deux figures libres, centre-ville, coteaux boisés, cette sorte d'archipel lié à ces espaces de nature et possibilité d'une recomposition paysagère à grande échelle qui s'appuie sur ces choses existantes que l'on vient de regarder. Image suivante. Et un constat, curieusement, une ville qui tourne le dos à ces espaces ouverts. Vous avez là quelques vues aériennes de ces terrils, souvent inaccessibles et ceinturés par un tissu qui littéralement, en effet, tourne le dos. C'est comme si on ne les voyait pas. On connaît ça, j'ai déjà travaillé dans ce genre de territoire. Au fond, c'est les lieux de l'abandon, c'était les lieux du travail. Ils étaient, lors de l'exploitation des mines, plutôt, de l'industrie, ils étaient parfois interdits d'accès. Et c'est resté dans l'imaginaire collectif au point qu'on n'y va pas et qu'on n'y accède même pas. Image suivante. Alors ceci est un exemple peut-être le plus cru, mais voilà, on ne traverse pas les maisons, on n'y va pas. Ce sont des lieux totalement... il n'y a aucune porosité entre le tissu construit et cela. Image suivante. Vous l'avez compris. Alors qu'on pourrait imaginer justement, comme c'est le cas dans un centre-ville, lorsque l'on hérite par exemple d'une gare de triage à Paris, on en fait un parc qui valorise bien entendu tout un quartier autour et avoir les adresses autour de ce parc, comme c'est le cas d'ailleurs par exemple à Bruxelles, dans de nombreux parcs de la fin du 19e, début 20e, où c'est formidable d'habiter autour des étangs d'Ixelles par exemple. Image suivante. Ok. Alors, l'ancien système productif, une structure sous-jacente. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette structure? Image suivante. Maxime, tu veux commenter ça? Donc, ce qu'on trouve intéressant dans cette carte de 1952, c'est qu'en réalité, le système industriel est encore assez visible. Donc, on identifie notamment là en orange les terrils, les différents sites industriels et puis les liens qui existent entre ces différents sites. Donc, on a un véritable système productif qui apparaît et qui, pour nous aussi, est une façon de comprendre en fait que cet archipel vert qu'on a identifié sur les cartes précédemment, en fait, est souvent lié à un système, une structure sous-jacente. Et si vous allez à la carte suivante, c'est peut-être plus clair. Et donc là, on a fait ce découpage qui montre, donc depuis cette carte de 1952, l'ancien système productif. Et on voit en fait que les friches qu'on observe le long de la Meuse, par exemple, mais aussi les terrils sur les plateaux, en fait, tout ceci constituait un système. Donc, tout cet espace ouvert était connecté par un réseau de voies ferrées. Et c'est cette image-là, je crois, qui nous a beaucoup aussi inspiré cette idée de créer une chaîne de parcs à l'échelle de Liège qui permet cette mise en réseau. Et si je poursuis, donc ce qui est intéressant de voir en fait, c'est qu'on a fait cette cartographie des espaces ouverts à grande échelle. En fait, il y a évidemment une corrélation entre les friches qu'on observe aujourd'hui et le système industriel d'hier. Donc il y a cette superposition et cette corrélation qui nous a beaucoup intéressés, fascinés, et qui montre alors que en fait le système est déjà là. Donc on lisait un archipel vert dont on avait du mal à comprendre la justification, ou même de comprendre, quand on se met sur les photos aériennes, une sorte de chaos ou un entremêlement de friches, de terrils. Et finalement, la lecture de ces cartes nous permet de comprendre que le potentiel d'aujourd'hui était en fait l'industrie d'hier. Je poursuis, hein. Dites-moi quand vous voulez. Oui, continue un peu, Maxime. Et ce qui était en plus de ça assez intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de ravels que vous connaissez tous. Et en fait, donc, on voit que ces ravels sont en fait en partie hérités de cet ancien système de voies ferrées, ont déjà été transformés en voies vertes, en pistes cyclables, qui jalonnent comme ça l'ensemble du territoire. Donc depuis ce constat-là, donc vous pouvez voir sur les photos que vous pratiquez peut-être, il y a un certain nombre de chemins qui existent, qui serpentent le territoire et qui connectent ces sites. Donc en fait, on est passé à un système où on souhaite s'appuyer sur ces anciennes voies ferrées, sur ces ravels, et on crée de nouveaux liens. Donc cette idée de chaîne de parc, en fait, elle nous paraît être une bonne réponse par rapport à ce qu'on observe à grande échelle, à tous ces espaces ouverts disponibles. Elle nous paraît aussi intéressante d'avoir une figure paysagère identitaire.
mais aussi d'ancrer ce projet-là. Il est vraiment ancré dans ce territoire, dans l'histoire de cette ville. C'est pas une image ou un dessin, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'histoire de ce territoire. Et ça permet aussi de valoriser donc, une identité qui est ancrée dans sa géographie, dans son patrimoine, de préserver évidemment l'environnement, donc d'avoir une attention particulière à la vocation écologique des espaces sélectionnés, de préserver une agriculture périurbaine qui nous semble également très intéressante, de concrétiser la ville des courtes distances, c'est-à-dire proposer que chacun des habitants de la ville de Liège ait à proximité un jardin, un bout de nature. Et enfin, on imagine aussi qu'il y a des grandes reconfigurations, renaturations de certains espaces publics qui sont possibles. Peut-être un mot quand même sur ce... Donc je reprends la parole 5 minutes, Maxime. Ça peut paraître une évidence. Et en fait, d'où vient cette chose? D'où vient cette idée d'un système, d'une chaîne de parcs, de liens? Alors, je veux dire que moi, j'ai vécu et enseigné pas mal aux États-Unis à Cambridge et j'ai été vraiment très marqué par la pratique des systèmes de parcs américains, donc fait notamment par Frederick Law Olmsted, et qui est un développement urbanistique assez incroyable du 19e siècle, fin 19e, début 20e, où il a été cherché de constituer toute une charpente paysagère, par exemple à Boston sur 30 km de diamètre. Cette charpente paysagère était littéralement le mode de viabilisation de nouveaux quartiers. Et cette charpente paysagère, très souvent, est l'amplification d'une géographie naturelle préexistante. Donc c'est un modèle de développement urbain assez extraordinaire et très différent des viabilisations que nous pratiquions parfois en Europe, avec simplement cette idée qu'on commence par installer un égout, puis la voirie sur l'égout, puis des trottoirs, puis des bancs, puis des lampadaires, puis des arbres, et enfin des îlots. Enfin, c'est une vision naturaliste qui a tout son sens, évidemment, aujourd'hui, notre sensibilité à l'environnement progressant, y compris esthétiquement. Je crois avoir contribué à l'idée que, naturellement, nous ne sommes plus en train de fabriquer des villes ex nihilo, mais nous sommes en train de transformer des villes. Et j'ai eu le Grand Prix de l'urbanisme pour ça, cette idée qu'au fond, on pouvait s'inspirer de ces systèmes de parcs dans le cadre de la transformation et de la recomposition des territoires urbains aujourd'hui, et notamment en s'appuyant sur les friches industrielles. C'est une idée qu'on a développée notamment à Lens, à la fois pour tout le développement autour du Louvre-Lens, mais également à l'échelle du bassin minier. Donc je te laisse, Maxime, peut-être continuer la description. C'est pas le tout d'avoir observé ces espaces ouverts. Ensuite, on a quand même fait une sélection pour identifier les sites pouvant rentrer dans la chaîne de parcs, disons, selon différents critères. Donc, si on va à la slide suivante. Et puis là, vous aviez aussi des discussions avec notamment la commune de Liège pour bien intégrer certains parcs, donc ça, on peut passer. Et évidemment aussi l'importance de créer ces nouveaux liens qui existent donc en complément des Ravels et qui s'appuient en partie sur les anciennes voies ferrées. Et là vous avez donc la figure complète. Donc si je résume, donc on a observé à grande échelle ces espaces libres, on les connecte, on a créé une chaîne de parcs sur l'ensemble du territoire et voilà l'image que cela nous donne. Prochaine. Et ce qui nous intéresse là, peut-être comme un peu comme une sorte de conclusion sur ce projet, c'est de dire qu'il y a évidemment cette ville dense avec ses espaces publics connus, ses parcs, ses jardins, ses rues, ses boulevards. Il y a également ces coteaux boisés, le boulevard des Hauteurs notamment qu'on peut citer. Il y a déjà des usages qui existent, qui ont déjà une certaine présence. Et nous, ce qui nous a intéressé vraiment, c'est de s'intéresser à ce qui se passe au-delà de la ville dense, au-delà de la ville qui est vraiment définie, et de trouver voilà, ces espaces avec ce formidable potentiel qui permet une recomposition paysagère à grande échelle en fait, et de proposer aussi une autre expérience de paysage qui permet de faire une proposition qui soit vraiment ancrée et de raconter cette histoire de la ville de Liège, donc qui est l'image la plus à droite. Et si on va à la prochaine slide, ceci forme un tout qui était un peu une des images qui a maintenant un peu évolué, mais qui correspond assez bien à l'idée
qu'on vous raconte ce soir. Donc la ville dense au centre en vert clair, les coteaux en noir sur lesquels on ne va pas beaucoup agir, et ensuite donc quelque chose de beaucoup plus à grande échelle sur les plateaux avec ce système de parcs, et puis l'importance évidemment de connecter la vallée au plateau, mais aussi la ville dense à ces parcs en devenir à plus grande échelle. Alors c'est vrai que c'est ces résultats assez heureux. Et vous voyez bien que c'est pas comme on l'a dit, ce n'est pas une figure parachutée, c'est la révélation de caractéristiques très particulières d'un site. Mais peut-être que cette révélation, nous ne l'aurions pas faite sans, encore une fois, cette référence des systèmes de parcs américains transposés aujourd'hui à une situation de requalification urbaine. Donc je pense que c'est un beau moment, ce plan de l'histoire de l'intervention des paysagistes, du rôle des paysagistes dans les recompositions urbaines. Un détail qu'on ne vous montre pas, c'est que une de nos hypothèses, et qui est discutable, c'est justement d'imaginer que chacun de ces parcs de cette chaîne est l'occasion de densifier le bâti dans son périmètre. C'est potentiellement un réservoir de construction considérable qui voudrait dire qu'on imagine le développement de cette ville diffuse sous forme, en effet, d'archipels et finalement de sortes d'îlots construits autour de parcs dans cette ville diffuse ou dans la campagne parfois. On l'a développé, on n'en parle pas trop aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce qu'on participe, est-ce qu'on contribue à l'étalement urbain ce faisant? Est-ce qu'il fallait simplement redensifier la ville dense? Est-ce que les friches industrielles dans la plaine sont plus appropriées? Évidemment que c'est sans doute un peu détroit, c'est une question qui reste complètement ouverte et qui ne relève pas tout à fait de notre compétence de paysagiste. J'ai personnellement la conviction que pour l'instant, cette ville diffuse est trop un tabou pour nous. On n'ose pas s'attaquer à ces tissus. On pense que seule l'hyperdensité est une solution. Bien entendu, on est tous convaincus qu'il ne faut plus artificialiser les sols agricoles, d'où l'attrait pour les friches industrielles, celles de la vallée par exemple. Mais je continue à penser qu'il y a là une opportunité assez extraordinaire de vivre autrement avec cet archipel de parcs, d'autant que la manière d'organiser les rapports habitation-travail évolue, on le sait bien. Les modes de transport évolueront et je crois qu'il y a là une grande opportunité devant nous avec cette figure-là qui est une chance, me semble-t-il, pour Liège. Alors maintenant, je vous propose assez brièvement d'évoquer une étude en partie avortée parce que le client a plus ou moins disparu, mais c'est une étude de territoire pour la vallée de la Meuse. C'est-à-dire une fois qu'on a eu fait ce travail, on nous a demandé de réfléchir à cette échelle-là. Donc vous voyez un carré qui fait 5 km, on en a une bonne dizaine, donc on est à peu près à 50 km de développé. Vous reconnaissez Liège à peu près au centre de l'image. On reconnaît les îles que l'on désignait tout à l'heure. Et on s'est interrogé sur comment donner une place au paysage dans cette vallée industrielle. Y a-t-il un projet possible de nouveau de transformation? On a cherché une sorte de figure qui n'a pas de sens. Et cette transformation, compte tenu de son échelle, ne relève pas d'un dessin, ne relève pas de forme, mais de toute une série de transformations. Et le foisonnement de ces transformations donne une présence forte. Donc c'est à la fois, je dirais, un travail plus modeste parce qu'il n'y a pas une composition plastique évidente. Nous n'aboutissons pas à ça, contrairement à l'échelle de Liège. Par contre, ce foisonnement compte et ça évoque ce qu'est un paysage agricole. À part en Grande-Bretagne avec Capability Brown, il est très rare qu'un paysage agricole ait été dessiné. Un paysage agricole est le produit de pratiques. Et là aussi, c'est l'addition des pratiques qui va fabriquer une sorte de paysage. C'est intéressant de se le dire parce qu'on pourrait chercher pour des raisons d'identification, de marketing parfois, comme je le disais dans le petit film, des figures un peu forcées. On a tenté, ça n'avait pas de sens. Et on comprend que sur 50 km, comme dans un paysage agricole,
le paysage sera constitué de la succession de plantations sur berges, d'augmentation de jardins déjà présents, de transformation de parking, etc., etc. Je vous propose de courir dans cette étude parce qu'elle est un peu fastidieuse, c'est la part laborieuse pour comprendre un peu comment c'est fait. Donc on court. Alors, grande unité de la plaine, évidemment. Doucement, pardon, je te dirai quand on change, Claudia. Donc évidemment, il y a une très faible part d'espace non artificialisé. C'est ce que vous avez coloré sur cette image. Dans les traits rouges, tout le reste est occupé. Image suivante. Et naturellement, personne ne souhaite la disparition de l'industrie. Donc, par exemple, vous voyez, 54% du linéaire des rives de Meuse sont des activités industrielles et commerciales, 32% des surfaces de la vallée, image suivante. Tissu urbain habité, 47% des surfaces de la vallée, 34% du linéaire, donc oui, c'est encombré, image suivante. Donc, quels sont les axes stratégiques? Alors, première chose, évidemment, et là c'est le résumé, on verra chacune des planches ensuite. Donc, les berges, on arrive quand même, vous verrez, à trouver un peu de place le long du fleuve. 2, il y a des parcs, des espaces naturels qu'on peut valoriser. 3, dans les tissus urbains, comme dans le centre de Liège, on peut faire quelque chose. Enfin, dans les zones d'activité économique, il y a des espaces non bâtis que l'on peut améliorer. Donc, on en voit rapidement les cartes un peu agrandies. Image suivante. Donc, on a repéré toutes les surfaces le long du fleuve qui peuvent être valorisées. Image suivante. En se rendant compte d'ailleurs qu'une bonne partie des berges aujourd'hui ne sont pas accessibles, c'est la partie en rouge, 33%. Berges à usage routier, 76%. Continue, vélo que 24%. Donc vous connaissez ces paysages, donc c'est pas un héritage complètement facile tout de même. Image suivante. Continue, donc les rares pistes cyclables. Or, on est convaincu, alors là c'est très anecdotique, mais on montre quand même évidemment des grandes possibilités d'évolution, donc on va très très vite. Hein. Encore une fois, je voulais surtout vous montrer pratiquement la méthode. Donc tout de même des lieux qui peuvent être complètement valorisés, en centre-ville bien sûr, on continue, plus en périphérie aussi, et encore plus en périphérie, donc des transformations possibles, vous voyez, modestes parfois. Mais modestes sur 50 km, ça finit par être beaucoup moins modeste. Donc, autre élément, on l'a vu dans les 4 supports, parking, délaissés routiers. Donc, vous avez collection de parking impressionnante. Donc, on peut agir, même marginalement, mais encore une fois, foisonnement, image suivante. Parc espace naturel. Donc, il y a toute une série de parcs, de lieux. Image suivante. Vous les connaissez, mais ils sont tous isolés, c'est une poussière de parcs. Donc, on peut les valoriser, les compléter. Espaces agricoles, ils sont tout de même présents, vous voyez, surtout en aval. Continue. Donc, valorisation, c'est quoi? Pardon, 1 minute sur cette image. Vous avez avant-après, hein, en noir et blanc, après le monde est formidable. Effectivement, la campagne en Europe a été très appauvrie pour des raisons multiples. Alors, je ne sais pas en l'occurrence comment était ce paysage historiquement, mais très souvent, les arbres ont disparu. Il y avait très souvent le long des chemins à la campagne des arbres fruitiers partagés. Il y avait des structures dans le paysage, il y avait des accessibilités. Du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'évidemment, on peut amener ces plantations, mais surtout créer des lieux, un peu comme dans le système de parc dont on parlait tout à l'heure. Il y a la création de lieux, création de liens, les liens existent, mais il peut y avoir une constellation. Un parc agricole, c'est un peu ça. C'est un lieu où l'agriculture perdure, mais dans lequel on superpose une sorte de tissu, d'espace public. Au fond, ce sont les nouveaux espaces publics de la ville diffuse dont il s'agit. Page suivante. Zone habitée, ça c'est plus facile. Page suivante. Donc, donnant, en plantant les rues, plantant toutes les poches, etc. Comme pour le centre de Liège, on peut évidemment valoriser incroyablement cela. Page suivante. Ah, vous l'imaginez, ça c'est assez facile, c'est presque anecdotique. On l'a fait d'ailleurs dans pas mal de villes en Flandre aussi. Image suivante.
secteurs industriels et commerciaux. Donc des valorisations assez possibles. Donc vous voyez du avant-après, hein, avec en se mettant dans les surfaces non utilisées, au fond c'est une sorte de rationalisation des usages existants au profit d'une sorte de de donner au moins des présences végétales, des continuités végétales, commencer à installer une sorte de tissu. Image suivante. Du coup, revient une fois en arrière, pardon. Vous l'aurez compris, sur cette vallée de 50 km, l'ensemble finalement de ces actions décrites pourrait faire l'objet d'un plan directeur. Et si, dans le temps, toutes ces actions étaient menées, ce paysage changerait radicalement. Et je crois intéressant pour des étudiants de comprendre ceci. Il s'agit d'une transformation, on doit être très analytique, de plus en plus analytique, précis, pour avoir ces leviers d'action. Encore une fois, je réinsiste sur la différence entre les deux échelles que nous venons de voir. Il y a une échelle où une figure est possible, il y a une échelle où on procède méthodiquement par addition. Mais rigoureusement, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, c'est pas du dessin en plus, il y a une grande rigueur, au fond, comme dans un paysage agricole où par chance, les agriculteurs ne font pas d'effets esthétiques. C'est toujours très rigoureux, nécessaire, économe, frugal. Et c'est bien ce que l'on montre ici, il n'y a aucune gratuité dans cette intervention, ça relève de la nécessité. Et je crois énormément à ce type d'action. Et j'écrivais un texte récemment en disant peut-être qu'aujourd'hui, on est de plus en plus précis dans nos analyses. Par exemple, Maxime, qui est avec vous, travaille au bureau sur la transformation du Jardin des Plantes à Paris, qui fait 22 hectares, qui a 400 ans, et où on s'est rendu compte, en ayant des diagnostics très précis, que 60% de ces surfaces sont minérales, que seulement 20% de ces surfaces sont réellement des collections botaniques, chose que l'on ne voit pas, parce que c'est très difficile de voir le réel. On s'habitue, et je crois que de temps en temps, on doit être confiant envers des méthodes qui peuvent sembler simples, mais absolument indispensables pour nous aider à hiérarchiser, donner des priorités aux actions. Donc c'est une chose qu'on revendique aujourd'hui, c'est pas juste une sorte d'intuition benette. Oui, la précision des diagnostics est très importante. Sinon, les leviers sont existants. Au fond, dans la vallée de la Meuse, quelqu'un pourrait être totalement découragé en disant « il n'y a rien à faire, c'est foutu ». Or, vous voyez bien que ce n'est pas foutu. Si on arrivait déjà à faire la moitié de ce qu'on vous montre, ne serait-ce que le quart, ce serait extraordinaire. Très bien, je vous propose maintenant de passer à votre école. Mais s'il y a un rapport entre ces projets, je le précise, c'est cette notion de transformation. Alors, je vous propose là aussi, parce que je suis paresseux, de commencer par un petit film qui a été tourné au bureau. Voilà. La première chose à dire, c'est que c'est un projet de transformation. C'est-à-dire que ce site existe et il évolue et on doit imaginer la transformation de ces lieux existants. Et c'est un projet, je dirais, très emblématique de notre époque, puisque cette transformation, nous l'imaginons avec des moyens frugaux. C'est comment redonner une sorte de vie, d'usage, transformer, vraiment, c'est le mot-clé, avec frugalité, cet ensemble de lieux d'ailleurs. Au fond, c'est un campus, c'est un quartier, il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais de 4 nous concernant, qui s'étalent dans le temps et qui constituent en effet un tissu. Et on voit bien qu'il y a les ingrédients d'aujourd'hui, c'est transformation, utilisation de ce qui est là, compréhension de ce qui est là, peu de moyens, donner de la place à la vie, créer les conditions pour que la vie s'installe. Ceci s'étale dans le temps, donc on gère une période, on gère une durée, et j'aime beaucoup ceci. On peut dire aussi plus simplement que c'est un petit projet, ce sont de petits lieux, c'est un petit budget également, et j'aime beaucoup cet exercice pour ça. C'est un peu un prototype
de ce que l'on fait aujourd'hui dans nos villes. Voilà, je dirais que c'est un projet exemplaire et je me réjouis de cela puisqu'il s'agit d'une école d'architecture. Et évidemment, on a envie que ceci soit important pour les étudiants, qu'ils s'y retrouvent, qu'ils s'y reconnaissent. Non pas que ça les inspire, ce serait prétentieux, c'est plutôt, oui, que ça corresponde à leurs attentes, à leurs questions, à la vision qu'ils ont du monde aujourd'hui et de leur engagement dans ce monde. Donc c'est un joli petit prototype. Ce sont plusieurs cours qu'il s'agira progressivement d'aménager, incluant d'ailleurs une serre, qui ont toutes des formes héritées de l'architecture, qui sont très simples. Et ce qu'on imagine, c'est... Parce qu'on a peu de moyens, on doit être très, très inventif. Donc c'est presque un travail de cette matière déjà présente. Et on imagine, par exemple, de laisser une assez grande partie du sol en place, parce que c'est nécessaire pour des usages de desserte, pour les lieux où se tenir, pour des accès utilitaires comme les pompiers, des choses comme ça. Mais dans les surfaces, on n'a pas besoin d'aller. Moi, je crois qu'on va juste découper. Et dans ces lieux qu'on va découper, on va transformer la matière. Vous voyez, par exemple, le bitume, on va le scier, puis le fractionner, et créer les conditions pour qu'un sol fertile s'installe, pour qu'un drainage s'opère et qu'une végétation s'installe. C'est assez fascinant parce que cette question des sols fertiles est clé dans nos villes. Il ne suffit pas de dire on va planter des arbres, l'essentiel c'est le sol. C'est comment est-ce qu'on ouvre, comment on rend fertile, comment est-ce qu'on relie avec les nappes phréatiques. C'est des questions majeures et il y a presque une dimension, je dirais, non pas expérimentale, ce sont des sujets bien connus, mais de démonstration, notamment pour les étudiants. C'est possible. On ne va pas juste évacuer les choses et aller prendre des sols fertiles ailleurs. On doit transformer, amender ce qui est là. Et c'est très important que des étudiants aient conscience de ça, que tout part du sol, que le sol est clé. Et je pense qu'il est important que dans notre projet, il y ait une lisibilité de cela. Par exemple, ces découpes qu'on doit faire dans le sol, elles doivent avoir une architecture. Et en termes de proportion, c'est la compte. C'est-à-dire, au fond, il y aura des lieux fractionnés, plantés, rendus à la vie, d'une certaine manière, des lieux qui vont rester ce qu'ils sont. Et je voudrais qu'il y ait un dessin très net dans cette découpe. Et peut-être même, je dirais, une architecture de limite. Il y a plusieurs échelles. La cour est pas si petite que ça. La cour principale fait à peu près 25 par 100 mètres. Enfin, c'est tout de même une surface assez considérable. Et je pense qu'on fera quelques grands rectangles de matériaux concassés auxquels on va faire des amendements, on va créer de la fertilité, planter. Mais je voudrais qu'il y ait une limite très explicite. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était une ruine. C'est pas l'esthétique d'une reconquête accidentelle. C'est un acte architectural. Vous voyez, parce que parfois, aujourd'hui, on peut mettre en scène d'une manière peut-être naïve et mièvre cette reconquête. Et ça, je ne voudrais pas. Ce n'est pas la gentille nature qui vient reconquérir la méchante ville. Je déteste cette image-là. Au contraire, il s'agit d'un acte architectural. C'est-à-dire, tout d'un coup, on transforme un lieu avec évidence et avec force. Donc j'imagine vraiment qu'il y aurait dans cette limite entre la partie qu'on découpe, qui va devenir vivante, et celle que l'on laisse, des sortes de rives, dont je ne sais pas encore ce que ce seront, mais qui doivent être très très lisibles, très déterminées. Et il y aura plusieurs échelles, parce qu'il y a les grandes figures, qui sont des rectangles. On reste dans cette architecture de rectangles qui existe pratiquement aujourd'hui. Je pense que les architectes d'office ont également, dans l'intervention sur le bâtiment, joué avec ces proportions qui sont déjà là et qu'ils révèlent, qu'ils amplifient d'une certaine manière. Donc c'est la même chose pour nous au sol. Simplement, il faut qu'on comprenne encore une fois que c'est pas une friche. C'est un acte volontaire, c'est un jardin d'une certaine manière. Et à une autre échelle, on pourra continuer aussi à sculpter, parce que ce n'est pas juste une figure, mais par exemple, le long des façades, peut-être qu'on viendra également découper des lignes et concasser du matériau, introduire de la végétation, encore une fois, comme un acte architectural, pas comme un acte d'abandon.
pas d'une reconquête pseudo-naturaliste. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on a dessiné pour l'esquisse et c'est autre chose, c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant. Le projet n'est pas fait au fond. Les principes ont été donnés, mais je m'interroge donc sur la manière dont on va créer le sol fertile, en gardant le plus possible de matériaux en place, concassés, donc créer de la porosité, créer de l'air d'une certaine manière et venir amender, ajouter d'autres matériaux pour créer de la fertilité. La végétation qu'on va installer, selon moi, et plus que sur nos esquisses, doit avoir un très grand foisonnement. Pour moi, ça doit être abondant. L'architecture, j'aime beaucoup le travail de ces architectes et je voudrais que notre présence végétale ait la même vigueur que leurs bâtiments. Et pour moi, c'est pratiquement des micro-boisements qu'on doit installer. On va densifier énormément ces zones que l'on va rendre fertiles. Et évidemment, on doit le faire avec des plantes capables de jouer avec ces sols, avec ces conditions. Donc il y a une dimension écologique, au sens de la science, au sens de l'association végétale, qui est très importante. Je redoute toujours un peu la dimension ornementale et décorative. Je m'intéresse plus à la rigueur des botanistes, des écologues, pour que cette végétation ait un sens, vraiment aujourd'hui. Parfois, il faut aider un peu en termes de texture, peut-être de finesse des textures, mais pour moi, il n'y a pas de dimension ornementale a priori. C'est vraiment la rigueur de cette plantation pionnière que l'on installe dans un projet architectural. Donc, encore une fois, ce n'est pas une friche où la nature va venir manger les bâtiments, c'est un vrai projet, d'où l'intérêt de cette architecture de limite. Et évidemment, se pose la question du rapport intérieur-extérieur, qui est dans nos métiers, dans un quartier, la chose clé. C'est un thème bateau, bien entendu, on en parle toujours, mais finalement, ça existe. Dans certaines cultures asiatiques, on vit très bien avec les Zengawa japonais, cette transition entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, je pense qu'il faut aussi qu'on amène cette facilité du passage dedans-dehors. Et il y a l'idée, à un moment, il y aura une serre. Et alors, ce qu'on se dit, c'est que cette serre pourrait accueillir des végétaux qui, l'été, seraient à l'extérieur, dans toutes les parties minérales conservées, qui seront les lieux où se tiendront les étudiants. Les parties végétales ne seront peut-être pas très accessibles, parce qu'il faut donner la chance à cette nature de vivre. Et donc, il y aurait sûrement des pots qui seront dans la serre l'hiver, et qui seront à l'extérieur, dans ces parties minérales, l'été. C'est intéressant, parce que les étudiants sont beaucoup l'hiver dans ces locaux, ils auront les plantes avec eux, et l'été, ces plantes vont reprendre toute l'énergie nécessaire en se trouvant au soleil. Donc je pense qu'on doit multiplier tout ce qui est possible. Et les meubles, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de meubles qu'on sort l'été et qu'on rentre, que ce soit plutôt les témoignages d'une vie. C'est ce qu'on aime bien dans les lieux en transition. Vous voyez, quand vous visitez ces lieux où d'une manière transitoire des gens s'approprient des vestiges industriels par exemple, ça donne toujours envie. Il y a une évidence, il y a un côté joyeux, facile, prometteur, que les aménagements parfois ne donnent pas. On se dit, bon, ça embourgeoise d'une certaine manière, souvent, ça rend les choses figées, ça peut être très beau ou pas toujours. Donc je pense qu'on doit donner cette chance à une présence de nature, tout en laissant ce caractère vraiment disponible. Pour les étudiants, c'est vraiment important. Donc les meubles rentrent, sortent, les plantes rentrent, sortent. Et c'est bien quand un étudiant peut sortir sa table et venir bricoler sa maquette. C'est pas grave s'il salit un peu le sol. C'est pas fragile du tout. Il n'y a rien de précieux. C'est l'inverse de la préciosité. C'est la vie qu'on vient installer ici. Donc on a des principes. Vous voyez, on n'a pas encore vraiment un dessin. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est un jeu sur la matière, un jeu sur la transformation et tout de même une architecture extrêmement déterminée. Ça peut sembler paradoxal, des tracés affirmés. Je crois à la géométrie, et je crois à cette détermination géométrique qui laisse place à une matière qui, elle, est très vivante. Il y a une dimension expérimentale, je dis, sur les sols fertiles. Ça, c'est très important. Bien entendu, il y a cette architecture de rive qui va conduire l'eau. Il y a le jeu avec les agrégats qui va être une partie du sol, la partie... Alors, je vais vous raconter un peu. En fait, il y a eu des inventions sur le sol, et notamment il y a aux Pays-Bas et aux États-Unis. On utilise tous aujourd'hui un truc qui s'appelle le Cornell Mixture,
qui a été inventé à l'Université Cornell, qui est un ensemble de roches volcaniques et de terre, ce qui permet de planter en ville en évitant que les sols s'effondrent là où on plante des arbres. Les Hollandais font la même chose avec du sable. Et au fond, là, le sujet, c'est qu'on va faire ça avec les sols qu'on récupère. Bien sûr, il faudra un peu qu'on analyse les risques de pollution, etc. Mais pas trop inquiet, c'est un classique. Et donc, on va devoir inventer un sol fertile qui réutilise au plus possible les matériaux en place. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour rendre fertile en gardant la dimension physique et minérale des agrégats en place? Donc, ça va demander un peu d'expérience et j'ai espoir aussi que finalement, l'Université de Liège nous donne quelques possibilités d'expérience. De même, cette végétation, je la vois assez simple. C'est une végétation de reconquête, une végétation pionnière. Et on fera des expériences aussi avec ça. Je pense que comme on a du temps, qu'il y a 4 stades successifs, c'est pas une opération clé en main, c'est l'inverse. Vous voyez, clé sur porte, comme on dit en Belgique. Ça doit être un système vivant et peut-être qu'on peut inventer aussi une mise en œuvre, puisqu'elle doit durer, qui permet d'accompagner, de voir, d'essayer, de revenir en arrière. Au fond, ce site peut fonctionner comme il est aujourd'hui. Donc ces transformations ne sont pas complètement indispensables. Et alors on doit le faire sous forme d'une série d'expériences qu'on accompagnera dans le temps. Je pense qu'on doit innover tout en étant excessivement simple. On doit innover. Donc ce qui pourrait apparaître comme presque rien peut devenir un lieu, pour moi, très stimulant. Je pense que je peux nourrir beaucoup de nos projets à plus grande échelle, peut-être même la vision à grande échelle de Liège, avec les expériences dans ces cours, d'une manière très raisonnée. Je pense qu'on a l'expérience suffisante pour s'amuser et expérimenter. Alors c'était un peu long. Je vous propose maintenant de voir rapidement quelques images de cette chose et puis de laisser de la place un peu à la discussion. Alors voilà des images d'ailleurs réalisées par Office et qui montraient une première vision plus formelle, peut-être plus bourgeoise, vous voyez, avec cette pelouse, quelques arbres, des gens alanguis. Et ça, en fait, on s'est dit avec Kristen et David que c'était un peu pauvre, peut-être. Alors, c'était des images de concours, évidemment, mais par rapport à tout ce que j'ai raconté dans ce film un peu long, ceci est d'ailleurs totalement improbable. Une pelouse comme ça, à Liège, sous des arbres, à l'ombre de bâtiments, utilisée par des étudiants, ça tient une semaine, ça n'existe pas. Donc on a compris que ce n'était pas la direction suffisante, même si la composition est tout à fait valable. Donc ça, c'est l'état des lieux. Je vais un peu vite sur le projet d'origine. Image suivante. Alors, référence, pelouse, la cour ombragée, etc. On peut bien imaginer ce que c'est. L'idée de la serre ouverte, comme dans certains lieux industriels, on a pu réaliser des jardins. Image suivante. Évidemment, une référence dans une autre cour au Serpentine Gallery de Peter Zumthor, avec une prairie thermophile. Page suivante. Et puis, voilà, après ces réflexions, autre chose. Ça, c'est l'existant de nouveau. On comprend qu'il y a des arbres. Et le projet, c'est cette sorte, pardon, une seconde. C'est de nouveau, au fond, cette sorte de boisement plutôt que la pelouse avec quelques arbres. C'est un renforcement des arbres dans la cour au fond. C'est la présence des arbres dans la serre et c'est la présence des végétaux dans la cour que vous avez vu tout à l'heure. Et puis des dessins un peu naïfs qui illustrent ce que j'ai trop longuement raconté. Donc vous voyez le sillage, c'est la partie du milieu, sillage, on crée de la terre fertile, on a une végétation de reconquête, le concassage, le cadre en pierre, et puis ces végétations en bac qui vont dedans, dehors. Alors j'insiste un peu, je disais dans le petit film, évidemment on ne voudrait pas que ça ait l'air le côté mièvre un peu que tout le monde utilise, c'est-à-dire d'un coup une fissure et une touffe d'herbe deviennent extraordinaires. Il faut qu'on trouve le bon truc. Moi je crois, je complète ce que je disais dans le film, beaucoup à des éléments construits, donc la rive, l'évidence de la découpe, l'évidence de l'eau. Il faut qu'il y ait des éléments résolument construits dans cette histoire. Image suivante. Donc justement, on pense, parce que la gestion de l'eau est un vrai sujet, donc on pense faire absorber l'eau par ce fameux rectangle dans ces agrégats. Là aussi, on ne veut pas, je vais vous montrer des images contradictoires, mais
j'ai vu par exemple qu'à Bâle, ils sont en train d'inventer des nouveaux enrobés à base de charbon qui sont extrêmement vertueux au niveau de carbone. Donc je pense que l'université doit absolument, et nous avec l'université, faire des expérimentations qui soient d'une part très inventives techniquement, mais esthétiquement intéressantes. Pas seulement un tas de gravats, contrairement aux images à venir. Image suivante. Donc là, vous avez un peu le résumé, l'asphalte concassé, la cour centrale, donc avec ses buts, l'orangerie de Versailles, c'est un peu exagéré pour les pots, mais enfin bon, c'est une référence. Image suivante. Donc c'est à cette abondance-là qu'on veut parvenir. C'est-à-dire, cette cour doit être un choc, on doit rentrer dans pratiquement un petit bois, quoi, vraiment. Et créer les conditions pour que ce petit bois existe et soit pérenne. Donc là, vous reconnaissez la rive, vous reconnaissez ces sortes d'agrégats drainants, et puis ces arbres qui peuvent réellement pousser très bien. C'est que dans des conditions comme ça, on arrive à avoir des végétaux effectivement très puissants. Image suivante. Bon, ça c'est justement des contradictions, mais bon, là il y a un côté Richard Long, mais c'est peut-être ça, il faut qu'on trouve une esthétique assez forte. Ça c'est par exemple, j'étais dans le jury qui a désigné cette femme, donc Julie Bergman, pour le Oberländer Prize, qui était c'est une sorte de Pritzker du paysage aux États-Unis. Et cette femme, qui a à peu près mon âge, a vraiment uniquement travaillé dans une très grande finesse de reconquête d'espace à l'abandon. Page suivante. Alors d'une manière trop romantique pour moi, mais c'est quand même l'esprit. Page suivante. Là, c'est elle aussi, du coup on vous montre 3 images suivantes. Ça par exemple, c'est une chose que nous avons faite pour la première université du Luxembourg au Fond Belleval à Esch-sur-Alzette, où on a toute une série de bassins plantés, un instant en arrière, qui viennent s'inscrire dans les vestiges industriels dans lesquels l'université s'est installée également, et qui reprennent le fonctionnement de l'eau de l'ancienne usine. Et évidemment, c'est formidable pour des raisons climatiques, mais ça nous permet d'installer beaucoup de végétation. Alors, je suis retourné récemment, on a décidé avec le maître d'ouvrage, 10 ans après, de planter encore beaucoup plus abondamment ces bassins. Donc, image suivante, donc je ne commande pas trop. Par contre, voilà, j'aime bien cette esthétique. On a gardé quelques vestiges, comme vous voyez, assez importants. Baumschlager et Berlé ont fait le rectorat, et nous, on a ces bassins en métal, tout est en métal, 2 cm de côté, du métal très fort, et tous les sols sont en briques, très rigoureux. Donc on n'est pas, encore une fois, enfin, je me reconnais dans cette esthétique. Voilà, image suivante. Bon, celle-là est un peu, désolé, c'est la dernière image, donc on a des poissons rouges pour vous dire que tout peut arriver, même si on ne les a pas dessinés, évidemment. Voilà, c'est terminé pour la présentation et je vous propose de réagir et de répondre à des questions. Donc merci Michel Devigne pour cette présentation très riche. Vous nous entendez toujours là maintenant? Alors là, très bien. Parfait, magnifique. Donc on prend le relais, Bernard et moi-même, pour vous poser peut-être quelques questions, pour poser quelques commentaires et puis les ouvrir aussi à l'audience par la suite, simplement pour réagir sur ce que vous nous avez présenté et voilà, pour pouvoir peut-être élaborer. On se dit qu'on se donne une demi-heure, je pense, pour ne pas être trop long ou trop fatigant, mais pour quand même ouvrir le débat avec vous. On va faire ça de manière assez organique, et peut-être qu'on se passera le micro, Bernard Defay et moi-même. Une première, je sais pas, je commence, une idée. La question de la relation entre le paysage et l'architecture, qui ici dans le projet de l'école se traite de manière forte. Vous parlez d'une découpe franche, d'une espèce de confiance dans la géométrie. On va découper un sol qui va pouvoir répondre de manière assez aussi forte que la forme forte l'est dans le projet de Kersten et David, Kersten Gers et David Van Severen. Donc une relation, donc comment est-ce qu'on fait un paysage à côté d'une certaine architecture, donc une espèce de posture, et puis derrière ça, une figure ou un espace, celui de la lisière. Parce que si on fait le saut à une autre échelle et qu'on regarde le travail que vous nous avez proposé sur la ceinture de parc, par exemple, du Grand Liège, vous nous dites à un moment, ces parcs
est-ce qu'ils peuvent être les espaces d'un rapport franc entre architecture et paysage? Est-ce qu'ils peuvent être le lieu de la densification de cette ville diffuse, ces 80% de villes qu'on ne regarde pas, qui n'intéressent personne, etc. Donc voilà, c'est une espèce de saut entre la petite échelle et la grande échelle aussi, parce que la série de conférences s'appelle Building Pedagogy et qu'on essaye de montrer aussi comment tout ceci est quelque chose qui peut parler à des méthodes d'enseignement et des méthodes de pédagogie avec les étudiants. Donc voilà, je me demande si on peut peut-être réagir à ça, à l'espace de la lisière, qui on le sait dans votre travail est une figure forte de différents de vos projets. Et peut-être à la posture qu'on prend dans cette lisière par rapport à une architecture, que ce soit une architecture de ville ou que ce soit une architecture d'une nouvelle faculté d'architecture. Bon, très bien, merci pour la question. Alors, il faut recouper le son parce que j'ai l'écho, j'imagine que c'est compliqué pour vous. Donc peut-être le premier aspect, c'est effectivement le rapport est très bien posé, votre question sur le paysage et l'architecture. Dans le cas de l'école, c'est vrai que je trouve très... c'est compliqué à dire. Je n'ai pas encore le recul puisque ce projet n'est pas fait. Mais en tout cas, on a remis en cause la simple esquisse du concours qui pourrait déjà être un élément de réponse. Effectivement, on avait un bête rectangle sans sophistication, mais il manquait cruellement le sens que l'on donne à ces matériaux et à ce résultat. Et je trouve que dans l'intervention d'Office, il y a à la fois une belle intelligence de l'existant et puis une très grande franchise dans ce qui est proposé. Il y a une force, incontestablement, dans une architecture de la transformation. Un très bel équilibre, quand même, je trouve, entre les parties neuves, leur écriture, le sens qu'elles ont et la transformation de l'existant. Plus que d'autres choses que j'ai vues auparavant, il y a quelque chose de nouveau, peut-être, grâce à ces proportions. Donc, ça me stimule, ça nous stimule beaucoup. Et la recherche vous l'avez dit, vous l'avez répété, sur effectivement la découpe, la géométrie va compter. Mais, par exemple, par rapport aux images de ma consoeur américaine, je crois qu'on doit être beaucoup plus fin dans le matériau. Je ne pense pas qu'on cherchera à avoir ces matériaux trop grossièrement concassés, mais plutôt trouver quasiment, oui, une beauté dans ces agrégats il faut vraiment qu'on arrive à ce que le neuf soit maîtrisé, bien qu'utilisant l'ancien. Alors, je vais citer un exemple. On est en train de travailler sur la transformation d'un très grand jardin dans le quartier de la Défense, qui est sur l'axe des Champs-Élysées, sur 700 mètres de long, où justement, après maintenant pas mal de mois de réflexion, on va utiliser des dalles de béton préexistantes qui sont impropres à être réutilisées telles que. On va transformer leur agrégat, fabriquer du béton nouveau avec un système de ponçage particulier qui met en évidence ces agrégats. Ils sont très beaux quand ils sont poncés, ils sont assez laids quand ils ne sont pas poncés. J'espère, de la même manière à Liège, qu'on trouvera avec cet enrobé la manière de créer un beau matériau. Je veux dire, intelligent, environnementalement correct, mais aussi beau, dans ses couleurs, dans ses textures, dans les rapports de densité. Donc le rapport avec l'architecture ici, je réponds d'une manière un peu détournée peut-être, c'est les proportions, c'est l'usage, c'est le dedans-dehors auquel je tiens beaucoup. Je le raconte dans le petit film, mais c'est pas gagné. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu dire, on va fabriquer des grands meubles dans ce jardin. Je l'ai vu dans des très beaux projets, on l'a fait d'ailleurs avec une architecte belge, Inès Hanch. On peut tout d'un coup avoir une très grande table, un très grand banc, et qui soit là à l'année. Je trouvais plus intéressant l'idée qu'on sort sa chaise, on sort ses tables, enfin le contraire, sa table et ses chaises, qu'on s'installe là comme ça pour travailler, qu'on rentre ceci ensuite, enfin que l'extérieur soit l'extension du dedans et pas comme un espace public ordinaire. Alors, si on change d'échelle à présent pour cette histoire de lisière, encore une fois, on a eu des projets de lisière, par exemple à Saclay, sur 7 km, des sortes de continuums entre la ville diffuse et la campagne.
ce qu'il y a de spécifique à Liège, qui est un peu différent, c'est que dans la ville diffuse même, on a cet archipel où on va créer des noyaux d'intensité. Et ce n'est pas le rapport entre la ville et la campagne, c'est le rapport entre des lieux d'intensité de la construction éventuelle et des parcs, dans une ville de faible densité. C'est assez particulier. Et évidemment, on voit bien l'intérêt, enfin, c'est par rapport à juste densifier du pavillonnaire, amener ici de la quantité avec ouverture et vue sur ces petits parcs, c'est tout à fait différent. On est en train de mener une réflexion sur le pavillonnaire en région parisienne, où les lois françaises actuelles permettent de densifier ce tissu pavillonnaire. On pense que c'est une grave erreur. Et que justement, la vertu de cette ville diffuse qu'on ne sait pas regarder et qu'on rejette en bloc, c'est les jardins, c'est la présence des jardins. Et que densifier bêtement le pavillonnaire, c'est éventuellement perdre cette façon de vivre avec un extérieur. Si on doit densifier le pavillonnaire, c'est en montant, c'est en ayant quelques surélévations de maisons, mais en gardant à tout prix le sol extérieur, presque avec cette même règle du zéro artificialisation. Donc c'est ce qu'on revendique pour le Grand Paris, mais je pense que là, notre proposition d'imaginer des densifications autour de ces terrils transformés, c'est exactement ça. C'est on conserve la ville diffuse avec ses qualités et on crée des situations nouvelles. Et bien entendu, imaginer des bâtiments qui s'ouvrent sur un jardin et non pas qui tournent le dos, comme ça a été fait aujourd'hui pour des raisons historiques que l'on comprend, ça détermine l'architecture. Enfin, je pense que tout d'un coup, c'est une architecture qui se retourne. Ce qui était le dos devient la façade. Et d'ailleurs, on circulera devant et ce ne sera pas l'arrière du système. Voilà, j'espère avoir un peu répondu à votre question. Oui, bonsoir Michel Lévy, merci pour votre présentation. Maxime, aussi merci. Je me faisais une petite réflexion en vous écoutant. À mon avis, la salle est remplie de 98% d'étudiants. Il y a quelques personnes ici qui relèvent un tout petit peu la moyenne d'âge, mais globalement, nous avons affaire à des étudiants qui vivent un moment assez exceptionnel, puisque, vous le savez, la fin de la sidérurgie, donc peut-être qu'on a des étudiants qui n'ont peut-être jamais vu fonctionner, en fait, les hauts fourneaux à Liège. Et donc, en fait, on leur lègue, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on leur lègue un paysage pollué, globalement détruit, et objectivement, tout ça s'est passé sur une période très très courte à l'échelle du temps géologique, puisque ça s'est passé sur une période de plus ou moins 150 ans, donc en fait une fraction de seconde, quoi qu'il en soit. Ce qui fait dire à certains que nous sommes l'épicentre et à la naissance même du phénomène de l'Anthropocène, et que donc maintenant nous avons un devoir immense, c'est de réparer la machine et d'espérer pour un monde meilleur. Et donc, effectivement, nos étudiants sont face à ça aujourd'hui. On se réjouira tous de savoir et de se rendre compte que le paysage est quelque chose qui infiltre assez sérieusement les études d'architecture aujourd'hui. Ceci étant, on a toujours affaire à des étudiants en architecture. Et pour mener un atelier avec ma collègue Fabienne Courtejoie, mener un atelier d'architecture où on travaille sur ce que nous on appelle les territoires intermédiaires. Et je crois que ça c'est quand même très important de signaler que la chaîne de parcs, évidemment, est une forme d'évidence. Et ce qui était assez extraordinaire dans la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de la chaîne de parcs et à un moment donné, on parle aussi d'une cour intérieure d'un ensemble de bâtiments historiques et donc dédiés à une faculté d'architecture. Ce qui nous amène à cette fameuse question de la traversée des échelles. Je crois que vous parlez d'ailleurs plutôt de l'emboîtement des échelles, qui est un exercice totalement épuisant. Mais nous sommes évidemment convaincus que c'est devenu la seule issue pour nos étudiants d'arriver à maîtriser cette fameuse traversée des échelles. Alors, c'est vrai qu'une question est peut-être de savoir, vous, au quotidien, dans votre métier de paysagiste, qu'est-ce que la traversée des échelles représente? Peut-être que c'est la première question.
Et la deuxième question que je voulais peut-être poser, parce que je crois que c'est en train de devenir une réalité en architecture, c'est simplement l'idée qui est de dire que si on maîtrise au mieux la plus grande échelle, on arrive peut-être à délester la plus petite échelle de beaucoup de ces mots. C'est-à-dire qu'on peut peut-être faire plus simple, on peut peut-être faire plus direct, on peut peut-être oui, soulager effectivement les notions de spatialisation, de mise en matière, etc. Et ceci est assez déterminant puisque, en fait, après cette période de 150 ans plus ou moins très très riche, nous vivons une période qui est plutôt pauvre, ce qui veut dire qu'on doit apprendre à travailler et à produire de l'architecture plutôt pauvre, qui est d'ailleurs souvent dans la réparation des territoires, etc. Et donc moi, ça m'intéresserait de vous entendre un petit peu sur cette notion de traversée des échelles et d'essayer de comprendre si votre travail sur le grand territoire et la grande échelle nourrit et comment la plus petite échelle. Très bien, merci pour... Donc je commencerai peut-être presque par une anecdote qui n'est pas la traversée des échelles, mais qui est ce que vous dites sur la réparation. En fait, j'ai vécu à Rome, et à Rome, il y a une colline qui s'appelle Monte Testaccio, qui veut dire littéralement la colline on appelle ça des tessons, c'est les tessons de bouteilles, quoi, les vestiges, et qui a été faite dans la période antique par tous les déchets des amphores cassés, ratés, etc. Et donc, il y a une colline assez naturelle dans Rome, qui est une colline, qui est un terril, finalement, fait par les déchets des amphores romaines, autour duquel, d'ailleurs, se sont construits des abattoirs, maintenant abandonnés, de nouveau réutilisés pour des chevaux. Enfin, l'histoire est comme ça. Et j'ai toujours aimé cet endroit à Rome, qui est justement... oui, les villes se transforment, c'est pas récent, c'est toujours le cas. Je pense que quand on a travaillé, parce que sinon... Enfin, je pense à ce qu'on a fait à Lens. Alors, à Lens, on a inventé cette histoire de chaîne de parc à une autre échelle et on a fait passer des chemins à l'arrière des propriétés qui étaient autrefois inaccessibles puisque c'était des vestiges, enfin des propriétés, des maisons. Propriété est un mot inapproprié, mais on a fait passer à l'arrière des maisons des chemins publics. Donc, ce qui était l'arrière est devenu l'avant et on commence à transformer. Et il y a en effet auprès de cette population, donc avant même de parler d'étudiants, un véritable espoir, un changement de regard, la chaîne des parcs qu'on crée à l'échelle du bassin minier a un incroyable succès populaire. Tout le monde veut en faire partie, il y a beaucoup d'événements, beaucoup se réalisent. Je pense qu'on peut complètement changer le regard sur nos territoires en transformation comme ils le sont toujours. Donc c'est pas... il y a une dimension très positive et assez joyeuse dans ces transformations, je tiens à le dire, pour les étudiants aussi. C'est-à-dire, quand on parlait de pauvreté, c'est pas tout d'un coup, vous n'êtes pas une génération sacrifiée, c'est le contraire, quoi. Cette intelligence du déjà là, cette intelligence de construire la ville sur la ville, comme l'ont dit beaucoup d'autres avant moi, je trouve ça formidable, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. On s'est peut-être complètement illusionné dans l'après-guerre, dans la création des villes nouvelles des années 70, sur une sorte de page blanche qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. On est toujours dans cette succession. Bien sûr que les vestiges industriels sont un peu robustes, mais j'aime, encore une fois, c'était un peu le thème de la conférence, cette notion de transformation. Alors maintenant, je viens à votre question plus précise sur la traversée des échelles. Et là-dessus, moi, j'ai pas mal évolué parce que lorsque j'étais étudiant, mes aînés, je les cite de nouveau, Michel Courajou, Alexandre Chemetov, avaient tendance effectivement à nous faire regarder large pour trouver les solutions petites. Et peut-être qu'on allait un peu trop loin dans cette conviction-là, en pensant que c'était pratiquement homothétique. C'est-à-dire, vous regardez grand, vous voyez un truc et vous le réduisez, vous le miniaturisez jusqu'à trouver la solution du fameux jardin dont on vous demande le dessin derrière la maison. Et pour avoir travaillé beaucoup à Saclay sur un très vaste territoire de 7 km comme mandataire des équipes d'urbanistes, d'ailleurs Xavier de Gaëter et Floris Alquemade, j'ai la conviction que ça n'est jamais homothétique et qu'à chaque échelle, il y a des systèmes de cohérence propres. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut qu'on traverse les échelles. On doit à la fois comprendre la charpente générale. Par exemple, peut-être qu'ensuite, quand on va dessiner ces parcs, c'est une autre logique qui est mise en œuvre.
Et peut-être que quand on va dessiner la cour, c'est aussi une autre logique. On est dans c'est la même époque, ce seront des écritures qui auront des relations. C'est une manière de considérer le végétal qui est actuelle, qui n'existait pas il y a un demi-siècle. On utilise ces sens de reconquête qui étaient jugés comme presque des mauvaises herbes il y a 50 ans. Pour autant, je suis convaincu que ce sont des systèmes différents. Par exemple, à Saclay, on a amplifié des coteaux. On travaille sur 7 km de long à Saclay. On a amplifié la présence de coteaux boisés. C'est une échelle. On a trouvé une sorte de lisière qui fait la jonction entre les quartiers et la campagne. Et puis, on a trouvé une écriture pour les espaces publics qui est encore autre chose. Les trois relèvent d'une écriture tout de même assez forestière, mais encore une fois, sont adaptées chacune à leurs échelles. Donc pour moi, il y a des grandes cohérences, mais il faut identifier des échelles distinctes et des modes de cohérence distincts. Ça n'est pas juste un phénomène de... Vous voyez, c'est pas comme l'écran de l'ordinateur où on zoome. Ni où on dézoome. Voilà, c'est pas de l'accommodation seule. Enfin voilà, je me répète, hein, mais c'est pas évident. Ça m'a pris quelques dizaines d'années, pour moi en tout cas, de considérer que on doit être prudent, identifier des entités et leur écriture et des systèmes de cohérence indépendants les uns des autres. Voilà, donc ça vous déçoit peut-être comme réponse. Ça rend la chose. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, comme on a pu l'être avant que Michel Courajou invente certaines choses. C'est pas que finalement ça n'a pas d'importance, on fait ce qu'on veut, c'est différent, pas du tout. Il y a familiarité, mais des systèmes distincts. Il faut les inventer à chaque fois parce qu'ils sont toujours singuliers, ils sont toujours liés à une histoire, ils sont toujours liés à un lieu. Donc il faut observer. Un terme que je n'ai pas utilisé dans la présentation et que j'utilise beaucoup, Maxime en témoignera, c'est le terme de transposition. Au fond, ce qu'ont inventé les Français, donc pas moi mais mes aînés, c'est l'idée de la transposition. On observe une réalité, on en comprend les mécanismes et on transpose ce que l'on observe à une échelle peut-être nouvelle, avec des matériaux différents, pour des destinations nouvelles. Donc, ce n'est pas juste la restauration d'un existant, c'est sa transformation pour de nouveaux usages avec de nouveaux moyens. C'était une belle invention française, je dirais, d'il y a 30 ans. Ça a été assez bien compris par les Espagnols, un peu par les Hollandais, mais pas par tout le monde en définitive. Par les Suisses, beaucoup, bien sûr. Les Suisses sont plus forts que nous maintenant. Mais souvent, ce n'est pas du tout compris. Quand moi, j'ai commencé à enseigner à Harvard il y a 20 ans, ça a été une longue histoire, alors que c'est ce que faisait justement Olmsted. Olmsted, on a vu des documentations de Georgetown, qui est une chose fabriquée au début du XXe siècle, jusque dans les années 50 par son fils d'ailleurs, où on retrouve des photos, parce que c'est plus tardif dans leur œuvre, et ces photos montrent l'identification de toutes petites rivières, de vallons un peu quelconques qui commençaient à devenir des poubelles, qu'ils ont identifiés, inventoriés et transformés. Donc il y a toujours, cette notion de transposition est très intéressante. On doit observer, comprendre et utiliser ce qui est là, à différentes échelles. Voilà. Donc c'est pas une traversée d'échelles finalement, c'est l'identification d'échelles. Voilà, je m'arrête là-dessus, dites-moi. Merci beaucoup. Bernard a posé une question, j'ai posé une question. Est-ce que un étudiant, une étudiante, ou un enseignant, une enseignante voudrait poser une question? Alors, il y en a, donc je me déplace avec le micro. On va savoir si ça va fonctionner. Est-ce qu'on m'entend? Moi, j'avais peut-être deux petites questions qui n'ont pas forcément un rapport entre elles, mais c'est peut-être vous en ferez. Une première chose, c'est par rapport à cette chaîne de parc, qui est une proposition assez forte dans ce nouveau schéma de territoire. Justement, vous en avez parlé de ce système de retournement. Maintenant, est-ce que justement ce paysage de l'arrière
ce n'est pas précisément une partie de la qualité de ces espaces. Et comment est-ce qu'on fait alors, dans un second temps, pour incorporer ce caractère existant et des usages aussi qui sont liés à ce caractère barrière dans la réinterprétation de ces espaces ouverts post-industriels. C'est une première question, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement avec... est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose si on retourne le système? Et une deuxième chose, c'est plus local, je veux dire, l'autre aussi. Quand j'ai essayé de il me semble que la dernière fois, avant ces 3 projets, vous étiez à Liège, c'était sur un projet qui a été avorté, qui est celui de la version de la friche de Bavière. Et dans ce cas-là, je me demande aussi, sur ces plus de 10 années, donc qui séparent les choses, presque 15, quel est finalement quelle évolution peut-être dans l'utilisation ou la réception du paysagisme vous voyez dans cette ville, si vous en voyez? Ok, très bien. Alors, je réponds à la première question qui est importante. Vous voyez, dans l'observation de ces friches, le risque, c'est une sorte de fascination. C'est de trouver extrêmement beau cet abandon, de trouver extrêmement beau le fait que ces arrières soient pratiquement inaccessibles ou inutilisées. Ça arrive souvent et justement parfois ça détermine une écriture que moi je n'aime pas. Attention, l'objectif c'est de fabriquer la ville de demain. Donc l'objectif c'est de créer des conditions pour vivre joyeusement, bien, avec un contexte totalement transformé. Donc on s'appuie sur ces vestiges, mais on n'est pas paralysé par eux. Je répète d'ailleurs que c'est le risque de ce que j'ai raconté sur la cour de l'école. Je ne pense pas qu'il faut qu'on fasse comme Judy Bowman et qu'on mette trop en scène d'une manière naïve et romantique la démolition, la transformation. Ça doit être autre chose. Il faut qu'on arrive à un truc nouveau avec ça. Sans quoi c'est mortifère et c'est un peu un des risques de notre période. Vous voyez, enfin, en France, c'est le côté zadiste, zone à défendre. C'est-à-dire tout d'un coup, tout est extraordinaire, on ne fait plus rien. Enfin, il y a quand même je crois qu'il y a un petit moment qui sera jugé un peu drôle dans un moment. Enfin, vous voyez, avec un peu de distance. Il ne faut pas exagérer, quoi. Enfin, quand je dis il ne faut pas exagérer, c'est très mal formulé. C'est encore une fois, on observe l'existant pour le transformer. Ce qui nous intéresse, c'est la transformation. Ce qui nous intéresse, c'est le futur. Comment vivra-t-on là? Comment vivra-t-on grâce à ce qu'on a observé? Mais c'est sûrement pas la mise sous cloche de l'abandon de l'industrie. C'est, par contre, ce qui pourrait être vrai quand même, c'est on observe cette végétation de reconquête. Et comme on est très intéressé par le travail des écologues, les scientifiques, ceux qui s'intéressent au milieu vivant, aux associations végétales, aux relations entre les éléments vivants, évidemment que ça vaut la peine de s'inscrire dans ces mécanismes de reconquête. Donc non pas de mimer l'abandon. Vous voyez, exemple type, High Line à New York. C'est un jardin artificiel. Alors c'est un très bon copain qui l'a fait, James Corner, avec Peter Woodolph, avec Diller Scofidio. Tout ça sont des amis, on travaille ensemble. Donc je ne suis pas en train de dire des choses négatives. Mais quand même, vous le savez tous, c'est un décor. Les ouvrages ont été restaurés, leur étanchéité a été refaite. On a mis des fausses traverses de chemin de fer, des faux rails, et installé, ça c'est Peter Woodolph, son talent, une végétation qui imite la friche, mais qui est totalement ornementale pour partie. Alors il y a de tout là-dedans. Il y a justement, Peter Woodolph fait une vraie transformation. Mais l'image qu'on produit est une fausse friche. Ça interroge quand même, hein. C'est très beau d'ailleurs, c'est extrêmement bien fait, extrêmement réussi. Moi, ça me laisse un peu perplexe. On a fait pire, mais je trouve que c'est pas très sain. Ce qui m'intéresse, c'est continue cette vie, on continue la construction, mais avec vigueur, avec confiance dans l'avenir, pas en mettant sous cloche l'abandon. Donc ça, c'est ma réponse. Pour la deuxième question, donc l'évolution du paysagisme, j'en sais rien. Si on se réfère au 19e siècle, la reconnaissance de paysagistes comme Olmsted, on n'est pas prêt d'y arriver. Ou si on pense au XVIIe siècle, la reconnaissance de le nôtre, on n'est pas prêt d'y arriver. On a encore de la marge.
Mais quand même, il y a un énorme progrès depuis 30 ans. C'est-à-dire, dans tous les grands projets maintenant, il arrive fréquemment qu'un paysagiste, en tout cas en France, soit mandataire d'équipes pluridisciplinaires. C'est très fréquent, ce qui était inenvisageable il y a 30 ans. Autre élément que vous avez introduit un peu directement, c'est la notion de temps. Vous parliez de 10 ans. De plus en plus, nos missions sont longues. Alors, pour notre part, on a au bureau des projets qui ont été commencés il y a 30 ans, sur lesquels on travaille toujours. Et cette transformation de la ville, en effet, est un processus infini. C'est pas, on a transformé, ça y est, c'est bon. C'est un, vous voyez, c'est un travail permanent, c'est un organisme pratiquement. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des études scientifiques assez légères, mais quand même un peu. Et j'aime beaucoup regarder la ville comme un organisme vivant. Voilà, c'est une transformation permanente, mais que l'on choisit, que l'on oriente, dont on choisit des éléments esthétiques à des moments. Et c'est fascinant. Enfin, je pense que pour des étudiants aujourd'hui, il y a quand même de vrais progrès théoriques. Enfin, il y a des avancées théoriques ces dernières dizaines d'années ont permis à nous tous de formuler une série d'hypothèses qu'il vous appartient de prolonger sur cette maîtrise de la transformation. Et je répète que j'étais fasciné par le travail des ingénieurs sur une aérogare avec des architectes suisses et hollandais d'ailleurs, où cette maquette 4D, donc c'est du BIM 3D plus animation dans le temps, montrait comment pendant 10 ans on allait transformer une aérogare. Alors ça, je trouve ça formidable, moi j'adore. Voilà, s'il y a d'autres questions, puis on est peut-être bientôt arrivé à la fin de notre résistance. Donc encore une petite question si vous voulez. Puis... Oui, alors, une autre question peut-être. Soyez pas timide, vous en avez tous une ou l'autre en tête, vous n'osez juste pas la poser. Si vous avez une question, moi j'en ai une dernière, si on veut, pour clôturer, mais sans faire trop long. Pardon. Sur la question de la transformation et une tentative de parallèle entre la transformation et puis la posture ou la position d'un étudiant et l'idée de la transformation comme un espace d'expérimentation. La serre et l'idée de sortir des meubles. Bon, j'essaie de faire court. Il y a un article qu'a écrit Sébastien Marot dans les années 90 qui s'appelle L'alternative du paysage et qui fait partie, à mon sens, en tout cas des choses importantes qui ont pu faire ce que vous avez dit, c'est de se dire le paysage ne sera pas la résultante d'autres processus. On va s'appuyer sur le paysage pour penser la ville. Et c'est quelque chose d'assez fort que j'expérimente dans la pratique et que j'essaie d'enseigner. Mais c'est quelque chose qui reste abstrait, qui reste dans les dessins, etc. Je me dis, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion, est-ce que la serre, est-ce que une école d'architecture, une école de paysage, etc., est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose, mais en l'expérimentant? C'est-à-dire, est-ce qu'à travers cette espèce de retournement de l'alternative du paysage, est-ce qu'il n'y a pas lieu, dans la nouvelle génération, dans le temps où on est, avec le legs et l'héritage qu'on a, d'expérimenter autre chose? Et ça me faisait penser, dans un autre cours, on relisait David Thoreau, qui a passé un an dans Walden, dans la forêt, dans une cabane, etc., et qui dit tout le plaisir qu'il a à un moment à être dedans comme dehors et à prendre ses meubles et à les mettre à l'extérieur, un peu comme du mobilier. Et il dit à quel point même ces meubles, eux, sont contents aussi de prendre le soleil. Et donc il y a une espèce de phénoménologie où on vit cette espèce de retournement où c'est la nature qui devient le milieu dans lequel on évolue. Donc, tout ce long blabla pour dire, est-ce que cette question de la transformation et du temps long, comment est-ce qu'on peut la faire vivre à des étudiants qui sont dans une école? Est-ce que cette serre, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des choses concrètes avec les étudiants qui se passent autour de cette serre et autour du paysage que vous cherchez à mettre en œuvre? Alors, il y a deux choses que j'aurais envie de dire, et ce sera les dernières choses. Par exemple, quand on a compris, moi j'étais relativement jeune professionnel, donc il y a une trentaine d'années,
qu'effectivement tout relevait de la transformation. D'ailleurs, Sébastien Marot a écrit ce texte, c'est un texte de commande qui a été largement conçu par Alexandre Chemetov. Ça, je tiens à rétablir cette histoire, qui lui, justement, est un homme extrêmement pragmatique. Lui parle de vraies choses. Il parle de terre, d'arbres, de routes, enfin c'est un intellectuel, mais il ne se trompe pas de catégorie. Et ça, c'est vraiment important. Donc en effet, quand on a compris ça, on s'est dit, mais un plan masse, ça ne veut rien dire, puisque un plan masse n'est qu'un moment d'un processus de transformation. Et on était convaincus, et je l'ai beaucoup fait, qu'il ne fallait pas rendre un plan, mais des séries de plans, des moments successifs. Et ce faisant, il s'agissait de déterminer des invariants, sinon on ne sert à rien. Dire à quoi on tient, qu'est-ce qui reste, quelle est la structure qui dure. On l'a fait beaucoup et c'était souvent, ça suppose des clients assez curieux quand même, hein, parce que souvent, des clients et des élus veulent une image. L'homme politique va dire, voilà, mes chers électeurs potentiels, voilà la ville que je vais faire pour vous, elle est formidable, elle est comme ça. Alors que s'il dit, voilà, ça va durer 30, 40 ans et je vous montre un certain nombre d'étapes, évidemment, ça ne va pas marcher. Ça suppose en effet une longue chaîne, je le dis en passant, parce que moi je me sens vraiment débutant. Vous voyez, je n'ai pas 15 ans, mais je me sens absolument débutant parce qu'on est loin, loin, loin encore d'avoir réussi à fabriquer les outils conceptuels, les outils de représentation pour entraîner avec nous toute la société dans cette idée que nos villes sont des organismes et qu'on travaille avec. Alors c'est quand même de plus en plus vrai, mais vous voyez tous des plans. Enfin, on s'est amusé parfois à faire pour des régions entières le recollement des plans, et vous avez une sorte de patchwork, et chacun montre un plan fini. Alors j'aime bien cette image en disant, au fond, un nouveau quartier, c'est souvent l'addition de premières tranches de tout qui n'existe jamais. Vous voyez, on fait venir un architecte qui fait un plan masse. Et évidemment, de ce plan masse, il va réussir à mettre en œuvre qu'un petit morceau. Le temps aura passé, un deuxième arrive, fait un grand plan masse. Enfin, le vrai plan masse. Il en fait un petit morceau, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fabrique des outils qui, au contraire, je me répète, fixent des invariants. Autour de ça, on peut faire évoluer beaucoup de choses et avoir de l'indéterminé. Donc, je trouve que là, les étudiants doivent être extrêmement inventifs, mais en même temps très pragmatiques. Il y a un risque par la fascination du dessin. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête, même un jeune étudiant, toujours en tête de quelle réalité parle-t-on? C'est quoi? C'est des chemins, c'est des arbres, c'est des maisons, c'est des murs. Il faut toujours que, enfin moi je m'interdis de faire des plans sans qu'on sache ce qu'on représente. Et c'est pas il y a parfois dans nos métiers des confusions de genre ou des flèches qui indiquent des mouvements, des tensions entre des lieux viennent s'ajouter à de véritables constructions. C'est très dangereux d'avoir des catégories, enfin, des niveaux d'abstraction différents sur un même dessin. C'est souvent une tricherie même. Donc pour moi, on doit, comme des scientifiques, être très maîtres du niveau d'abstraction dans ce que l'on représente. Soit ce ne sont que des schémas et on explique des orientations de vue, soit c'est le plan des murs, soit c'est l'évolution des chemins. Mais on ne mélange pas trop les catégories parce que sinon, c'est pas vrai. Or, ce pas vrai se vend assez bien. Vous avez des exemples chez vous, si vous voulez chercher un peu, vous trouverez. Pour ce qui est de l'expérimentation de la serre, oui, sûrement, je pense que... Moi, j'aime bien l'idée, oui, d'architectes qui savent un peu construire les choses, bricoler. Quand on pensait à ça, je pensais à l'école de Los Angeles, qui a un parking. Et sur ce parking, les étudiants, une année où j'étais là, il n'y a pas très longtemps, faisaient des prototypes de petits abris très vertueux écologiquement et destinés à tourner dans des salons, dans des colloques liés, alors je ne me rappelle plus ce que c'était, désolé, mais vous l'imaginez, il y en a plein de choses comme ça. Donc je trouve extrêmement intéressant quand tout d'un coup, on fabrique à l'école d'architecture des objets qui sont dehors, qui sont dedans, qui parlent de cela. Enfin, je pense que la Belgique a quand même cette qualité d'être un pays sans doute beaucoup plus pragmatique que la France. Et oui, je pense qu'un architecte doit savoir construire des choses, doit s'amuser avec ça. C'est tellement plus intéressant. Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, on vous a tenu 2h19, ce qui est beaucoup. Alors, désolé pour les films qui étaient peut-être un peu... Mais je pense qu'ils résumaient bien, ils ont été bien montés, alors, avec des lumières inégales. Mais je crois que c'était mieux que ce que j'aurais dit. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre invitation. Et je me réjouis de revenir à Liège pour tous ces sujets. Un grand merci à vous.